Bien, écoutez, nous allons commencer, comme ça nous allons garder le timing, hein, voilà. Donc, mesdames et messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, mesdames et messieurs les présidents d'associations diverses, directeurs de structures diverses, on va faire un cours sur le protocole, mais je vous remercie infiniment avec mes collègues députés autour de moi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce moment consacré à l'avenir des trains de nuit, un sujet particulièrement stratégique et porteur d'un grand nombre de nos territoires. Je vous remercie aussi de votre indulgence par rapport à la salle. C'est une des plus grandes salles d'Assemblée nationale où on peut rassembler comme aujourd'hui, 80 et peut-être un peu plus de personnes. Voilà, donc on n'a pas... En tout cas, c'est une des seules qu'on a trouvées disponibles aussi. Et donc voilà, merci donc, de votre indulgence. Si vous êtes encore debout, il y a des places, on peut aller chercher d'autres chaises. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de votre présence. Ce colloque, donc, nous devions, on en avait parlé avec l'association Destination Train de Nuit, dont je remercie le président à mes côtés, Stéphane Copé, et toute l'équipe aussi de Destination Train de Nuit. On avait parlé depuis un moment, c'était à leur demande que nous avons organisé ce colloque, mais je pense que Stéphane en reparlera, Stéphane Copé en reparlera. On a été obligé de le repousser à plusieurs reprises, notamment dû à ce que vous savez de l'actualité gouvernementale. Voilà, donc il y a eu plusieurs échéances qui ont fait que nous avons un petit peu ajourné et que finalement nous voici rassemblés aujourd'hui, et donc vraiment très heureuse avec mes collègues de vous accueillir ici. Donc depuis plus d'un siècle, le train de nuit a été un vecteur de lien entre les hommes et les territoires. Dès ses débuts, il avait pour ambition de relier les vallées isolées, de rapprocher les régions, d'offrir aux voyageurs la possibilité d'accéder à de nouveaux horizons. Le développement de solutions de transport plus rapides mais moins durables a fait passer le train de nuit au second plan, au détriment de sa vocation originelle de lien entre les territoires. Aujourd'hui, cette idée du lien mérite d'être réinterrogée. Dans un monde hyperconnecté, nous oublions souvent que certaines zones restent moins desservies, que certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés réelles en matière de déplacement. Dans les Hautes-Alpes, j'ai l'honneur de représenter l'Assemblée nationale avec ma collègue Marie-Josée Allemand, députée de la première circonscription quand je le suis de la deuxième, et avec mes autres collègues députés ici autour de moi. Pour nous, ces enjeux prennent toute leur résonance. Nos vallées demeurent enclavées et un réseau performant de trains de nuit pourrait transformer profondément la mobilité, désaturer nos routes, soutenir le tourisme, renforcer le lien entre nos territoires et offrir à tous un accès sûr et durable à la mobilité. Vous le savez, la France va accueillir donc les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Quoi qu'on en pense, ils seront, nous l'espérons, un accélérateur. En tout cas, c'est un échéancier qui se veut incitatif pour ces projets. Mais l'enjeu dépasse largement cet événement, puisqu'il s'agit bien de bâtir un héritage durable, capable de reconnecter nos territoires et de servir nos habitants aujourd'hui et pour les générations futures. Donc je tiens à remercier chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Je sais que de nombreux d'entre vous viennent de loin, et donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à mes collègues parlementaires aussi qui sont aussi présents à mes côtés, si je peux dire, parce que vous savez, donc, on a prévu ce colloque à cette date, et à la date où nous avions prévu le colloque, on n'avait pas idée de l'agenda précis des débats. Et depuis quelques jours, nous avons attaqué donc deux sujets majeurs, la loi sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. Donc c'est des sujets où les députés sont très mobilisés sur l'ensemble des bancs. Et donc c'est pour cette raison que certains d'entre eux n'ont pas pu être là, et que certains qui sont ici quitteront prématurément pour retourner en séance. Et je les remercie d'avoir fait l'effort de s'absenter de l'hémicycle. Je dois excuser la présence d'abord du ministre Philippe Tabarot, qui est néanmoins représenté par M. Soncario, et il nous a surtout fait l'honneur d'enregistrer une vidéo à notre attention, donc nous la diffuserons tout à l'heure. Je dois excuser également M. Jean Castex, avec que j'avais rencontré d'ailleurs, mon collègue sénateur à ma gauche. Il nous avait promis de venir, mais bon, il y a une contrainte d'agenda, mais il est représenté par donc, des personnes
de la SNCF, notamment par M. Fanichet, directeur de la SNCF Voyageurs, et M. Delpy, qui représente SNCF Réseau, et puis aussi des personnes qui les accompagnent, les collaborateurs, membres de leurs équipes. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. La présence des professionnels, notamment de la SNCF, témoigne de l'importance du dialogue entre les acteurs publics et institutionnels pour faire avancer concrètement les projets de mobilité. Je souhaite vraiment tout particulièrement exprimer ma profonde gratitude à l'association Destination Train de Nuit et Stéphane Copé, son président, pour son soutien et tout le travail dans l'organisation de cette rencontre en amont. L'ordre du jour qui vous a été envoyé va être un petit peu chamboulé puisque des personnes qui devaient venir se sont excusées, d'autres qui n'avaient pas prévu d'être là sont présentes et on leur donnera la parole. Et bien évidemment, on donnera la parole à la salle. Je remercie Stéphane Copé qui sera un petit peu le monsieur loyal, le maître de cérémonie de cette soirée. Je tiens à remercier évidemment très chaleureusement les membres de mon équipe ici et ceux qui sont en circonscription pour avoir organisé avec vous tous cette rencontre. Et voilà, avant de céder la parole aux autres intervenants, je vous précise juste qu'à l'issue donc de cette rencontre, je vous demanderai juste de nous suivre, de ne pas être tenté de faire des petits postes techniques comme on dit, mais je vous emmènerai, donc on traversera la rue, on ira au 101 rue de l'Université où on a prévu un petit apéritif pour ceux qui peuvent rester avec nous pour continuer à échanger, parce qu'on reste toujours sur sa faim et sur sa soif quand on termine un colloque comme ça. Et alors on a prévu aussi des bouteilles d'eau qui vont nous être apportées de manière à ce que vous puissiez les uns et les autres vous désaltérer pendant les 2 heures un peu plus même de rencontre. Et donc nous traverserons et on essaiera de se suivre pour aller donc au 101 rue de l'Université. On a prévu donc ce petit apéritif pour continuer à échanger. Nous espérons évidemment, vous êtes tous ici en tout cas, ou des utilisateurs, ou des professionnels, ou des experts du ferroviaire. Mais nous espérons surtout que cette réunion nous permettra peut-être de prendre des décisions ou de faire des suggestions aux institutionnels qui sont là et qui s'en feront l'écho. Voilà, c'est surtout ça que nous attendons de cette rencontre. N'hésitez pas donc à la fin, je pense, de chaque table ronde, quand la parole sera donnée à la salle, d'intervenir. Pensez à vous présenter, s'il vous plaît, au moins la région où vous venez ou si vous représentez une structure. Et pour ne pas occuper davantage et prendre davantage de temps sur le timing, je vais céder peut-être tout de suite la parole à ma collègue Olga Givernet, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour cette première table ronde, donc cette première séquence d'ouverture avant la première table ronde. Voilà. Olga. Merci beaucoup, chère Valérie, merci pour cette invitation, mes chers collègues parlementaires. C'est un colloque qui se veut transpartisan et bien sûr, les trains de nuit rassemblent de manière très très large. Mesdames, Messieurs, donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir intervenir sur la question du train de nuit qui est redevenu un sujet structurant de la politique publique parce qu'il tient à organiser les territoires, offrir un service à nos concitoyens et évidemment l'articuler avec la transition écologique. Alors pourquoi je viens vous parler aujourd'hui des trains de nuit? C'est parce qu'on a fait un rapport dans le cadre d'une mission d'information pour la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le transport ferroviaire des désenclavements du territoire. On vous laissera quelques rapports et vous le trouverez également en ligne et il y a un chapitre sur les trains de nuit. Ces rapports, ces missions d'information nous permettent de faire en fait le contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation de la politique publique. Donc ça nous a permis d'identifier finalement que depuis 2020 il y a eu une relance sur les trains de nuit, des décisions de l'État qui sur cette relance. En 2021 une intégration des trains de nuit dans la stratégie nationale du report modal vers le rail et là, 2023 une confirmation de la relance dans la planification ferroviaire nationale et européenne. Donc ce sont des lignes relancées, des lignes qui sont consolidées avec un programme d'investissement aussi dans le matériel roulant. 2021, la relance des lignes Paris-Nice, Paris-Tarbes, une consolidation des lignes existantes Paris-Briançon, Paris-Rodez, Paris-Latour de Carole. 2023-2024, une augmentation progressive des capacités. Donc c'est bien 6 lignes nationales de train de nuit en circulation. Est-ce que ça suffit? Je crois qu'on va pouvoir le définir
finir, mais je crois qu'on peut toujours aller plus loin. C'est quand même 800 000 voyageurs par an qui sont sur ces trains de nuit SNCF avec une forte progression dans la relance et des budgets qui sont à hauteur de 100 à 150 millions d'euros pour la rénovation initiale. Donc nous avons pu établir que les trains de nuit élargissent l'amplitude du service ferroviaire et constituent un levier opérationnel pour proposer des liaisons longue distance à faible intensité carbone en complément de l'offre de jour. La relance est engagée, il y a des bâches tangibles, il faut faire une stabilisation de l'offre pour qu'il trouve son public. L'investissement dans le matériel roulant, je le disais tout à l'heure, et une réintégration du train de nuit. Le premier point très concret du matériel roulant, eh bien, c'est d'accompagner la montée en puissance de l'offre avec une augmentation progressive des capacités. Je pense qu'on reviendra sur le sujet tout au long de ce colloque. La cohérence du réseau également, puisqu'il doit pouvoir se compléter entre les trains de jour, les trains d'équilibre du territoire et les réseaux régionaux. Nous savons qu'il y a un besoin de confort, de fiabilité, de la lisibilité tarifaire et de la qualité du service. Tout ce travail, nous l'avons vu en commission, mais nous l'avons vu également auprès du ministre Tabarot lorsqu'il a fait sur sa conférence Ambition France Transport, des besoins en régénération et en modernisation, et ça doit pouvoir servir aussi au train de nuit. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais simplement pour dire que la phase de consolidation, c'est en restant soudés tous les acteurs, les volontés territoriales également pour identifier les besoins, notamment en investissement. Et des moments d'échange comme aujourd'hui doivent nous permettre d'identifier ces priorités pour faire passer les bons messages à la SNCF, mais également au niveau du gouvernement. Vous le savez peut-être, il y a la loi cadre qui est inscrite aujourd'hui à l'ordre du jour au Sénat, pas encore à l'Assemblée nationale malheureusement, mais ça va pouvoir, en tout cas sur la question ferroviaire, donner un peu de visibilité et de perspective, parce que nous avons aussi des professionnels, des industriels qui ont besoin de cette visibilité pour investir en compétences et dans les projets. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un bon colloque. Merci. Merci Olga. Oui, nous allons donc écouter le message de Monsieur le Ministre qu'il a bien voulu donc, nous enregistrer pour ce colloque. J'ai oublié de remercier la presse qui est présente. Je crois qu'il y a quelques journalistes qui sont ici. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous remercier. Merci beaucoup de votre présence. Et à l'issue de ce colloque, nous réaliserons un communiqué de presse en coopération, j'allais dire, en collaboration avec Destination Train de Nuit, afin de savoir, de faire savoir ce qui a été décidé, ou en tout cas souhaité ou demandé par l'ensemble des participants à ce colloque. Je vous remercie. Madame la députée Valérie Rossi, organisatrice de ce colloque, mesdames et messieurs les députés, sénateurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même à distance, pour aborder un sujet aussi important que les trains de nuit. Je sais que vous allez avoir des débats nourris et intéressants lors des différentes tables rondes à venir. Et je souhaite vous apporter ma vision, celle d'un gouvernement convaincu que les trains de nuit ont bel et bien un avenir dans notre pays. C'est une solution à la fois écologique et sociale, essentielle pour accélérer le report modal et pour diversifier l'offre de transport. Il représente à ce titre une alternative intéressante au transport aérien et routier pour des trajets de longue distance. Preuve de l'engagement de l'État, 5 lignes sont de nouveau opérationnelles depuis 2020, Paris-Briançon, Paris-Cerbère, Paris-Tarbes, Paris-Aurillac, Paris-Nice, et ce grâce à l'impulsion de notre ancien Premier ministre et désormais président-directeur général de la SNCF, M. Jean Castex. Pour poursuivre cette dynamique, grâce au budget 2026, nous allons être en mesure enfin de lancer, d'ici à la fin de l'année, le renouvellement du matériel roulant pour ces trains de nuit. C'est plus d'1 milliard d'euros que l'État fait le choix d'investir dans un contexte budgétaire que vous savez contraint, pour offrir aux usagers des trains plus confortables, plus robustes, avec un objectif que les nouvelles voitures et locomotives puissent commencer à être livrées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Mais des trains de nuit de qualité, ce n'est pas que de nouveaux matériels roulants, c'est aussi un réseau ferroviaire modernisé et régénéré. Vous avez été nombreux à participer aux travaux de la conférence de financement Ambition France Transport et vous avez été unanimes sur les priorités pour le transport ferroviaire. Avoir des infrastructures fiables et durables pour
pour garantir la qualité du service. Notre priorité est aujourd'hui de sécuriser des financements pour régénérer le réseau ferroviaire, avec une volonté claire, résorber la dette grise qui pèse sur nos réseaux. Mercredi dernier, j'ai eu l'honneur de présenter en Conseil des ministres le projet de loi cadre relatif au développement des transports. Il vise précisément à garantir les financements nécessaires pour augmenter de 50% d'ici 2028 les investissements dans notre réseau ferroviaire. Notre ambition, tout simplement garantir un service public toujours plus performant et durable pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Je le dis avec clarté, malgré les défis devant nous, l'État défendra sans relâche les trains de nuit. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour porter ces projets, car ils incarnent une vision du transport résolument tournée vers l'avenir. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci à toutes, merci à tous, et vive les trains de nuit. Madame la députée Valérie. Bien, merci. Donc après cette intervention qui amènera peut-être des questions dont les représentants du ministère sera peut-être d'écho, je passe la parole à Stéphane Courtet pour la suite des interventions et des réjouissances, si je peux dire. Merci Valérie, merci Madame la députée, merci Mesdames et Messieurs les parlementaires et merci à toutes et tous de votre présence ce soir. Effectivement, bon, les conditions sont sans doute pas idéales, effectivement, avec 3 reports successifs, on arrive enfin quand même à se voir. Pour mémoire, on a eu un colloque au Sénat, il y a 1 an et demi, qui effectivement avait permis déjà de poser un certain nombre de choses, de valeurs, d'objectifs. On est là un petit peu pour faire le point et essayer de rebondir, y compris sur la base de l'actualité que vient de nous rappeler le ministre. Je voudrais remercier évidemment moi-même toute l'équipe de Destination de Train de Nuit, mais je ne vais pas tous les citer, certains sont plus, interviendront peut-être un peu moins que d'autres aujourd'hui, on verra tout à l'heure. La présence également de l'autorité de régulation des transports, on ne l'a pas cité tout à l'heure et que je remercie pour sa présence ce soir. Vous avez eu sur vos tables ou chaises un petit extrait, un petit mémorandum. C'est une 2e édition plus légère d'un travail qui a été mené par l'association et je tiens à saluer notamment le dynamisme de notre président Jean-Noël Boisselot sur la rédaction de ce mémorandum ainsi qu'à Richard et toute l'équipe qui résume un petit peu les positions qui sont les nôtres, hein, celles de l'association Destination Train de Nuit sur ces sujets importants. On verra qu'il y a sans doute des points qui auront évolué, qui mériteraient à nouveau d'être actualisé dans le cadre suite à notre colloque d'aujourd'hui. Je voulais dire un mot également de la question de la disparition du Paris-Vienne, du Paris-Berlin, parce que je sais qu'on en parlera très peu, malheureusement, je pense, durant ce colloque, c'est-à-dire d'une manière générale des trains de nuit internationaux, c'est un peu l'objet quand même en partie de la 3e partie de ce colloque, pour regretter effectivement que l'État n'ait pas souhaité, au moins pour cette 3e année qui était prévue initialement, poursuivre le soutien donc à cette belle initiative, en tout cas, qui était celle de ce groupement d'entreprises piloté par les trains autrichiens, donc les ÖBB, donc sur la question du Paris-Berlin, Paris-Vienne, avec quelques interrogations que nous avons sur la reprise, enfin en tout cas une autre solution qui serait trouvée par un opérateur néerlandais sur le sujet. On en reparlera tout à l'heure. Simplement terminer mon propos introductif, parce qu'on a beaucoup d'intervenants, ça ira très très vite ce soir, sur le fait qu'au-delà de ce mémorandum, nous produisons autant que nous pouvons un certain nombre de travail, de communiqué, et notamment une météo depuis le début de l'année. Depuis en fait plus de 2 ans, nous suivons jour après jour le fonctionnement des trains de nuit, leur retard, leur surpression, leur déprogrammation. Et nous avons donc un petit indicateur que vous verrez apparaître à l'écran tout à l'heure pour nous donner l'état de la circulation des trains de nuit mois par mois. Je vous donne juste un chiffre qui va sans doute vous effrayer pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas suivi l'actualité. 40%
des trains de nuit n'ont pas circulé au mois de janvier. 40%. C'est dire l'importance de ce colloque et dire l'importance du travail qu'on veut mener ici avec vous qui êtes tous présents pour essayer de voir comment on peut améliorer cette situation et ce sans attendre la livraison des nouveaux matériels. On aura l'occasion de le dire. Je remercie M. le ministre d'avoir rappelé qu'il souhaitait commander ces nouveaux matériels avant la fin de l'année. Nous ne croyons pas une seconde qu'on ne pourront avoir des nouveaux matériels en 2030 avec une commande qui interviendrait fin 2026. Pas une seconde. Donc, d'où l'importance de trouver des solutions intermédiaires avant effectivement cette arrivée des nouveaux matériels. Mais je laisserai les intervenants s'exprimer sur ces sujets tout à l'heure. J'ai une petite tâche un peu ingrate, je serai le gardien du temps. Donc, ce sera très court et vous m'excuserez par avance de temps en temps de vous interrompre, même si vous avez des choses très importantes à dire. Voilà. Concernant l'intervention des représentants de la SNCF, oui, nous en excusez, on a préféré du coup, en l'absence du président, décaler votre intervention, donc juste après les témoignages des parlementaires, donc en fin de table ronde numéro 1, pour que vous puissiez donc à l'image de ce qui sera dit peut-être mieux d'intervenir et de réagir aux propos qui seront tenus. J'arrête là mon intervention. Merci Valérie. Je poursuis peut-être du coup en introduisant. Certains sont déjà appelés, donc on avait prévu un ordre. Si on essaie de le garder, je compte sur chacune d'entre vous pour être aussi synthétique que possible. Nous commencerons donc d'abord par Marie-Josée Allemand, donc députée de la première circonscription des Hautes-Alpes, M. Christophe França, député du Lot, Marie Beauchamp, députée de la Drôme, Jean-Marc Bessusfort, sénateur du Lot, et Aurélien Pradier, député du Lot. Si je ne dis pas de bêtises. Merci. Marie. Bonjour à tout le monde, on s'excuse par avance de notre départ précipité parce qu'on nous a déjà ressonné pour repartir très vite en séance parce qu'il nous manque un peu du monde. Donc voilà, on est vraiment désolé. De toute façon, ça tombe toujours mal, on va dire ça comme ça, quel que soit le moment. Donc on vous laissera Valérie au montage. Donc oui, effectivement, on fait faire un constat, on sait que on a besoin de notre aide de nuit, c'est pas de la nostalgie, c'est pas du symbole, c'est une demande qui est très importante. Et pour rappeler simplement les chiffres, 1 million de voyageurs par an en hausse constante, un taux de remplissage proche de 75%, preuve d'une fréquentation solide, et puis une aspiration écologique forte. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que lorsque l'on s'endort dans un train de nuit à Paris ou à Briançon, Gap ou autre, et qu'on se réveille le matin normalement à sa destination, c'est un gain énorme de temps pour toutes et pour tous, parce que finalement la nuit non pas porte pas conseil, mais plutôt est utilisée de manière efficace, et je pense qu'on est tous conscients du besoin qu'on en a. C'est, comme je vous dis, un véritable gain de temps. Et puis, c'est une alternative plus que sérieuse à l'avion sur des liaisons nationales et européennes. Je pense qu'on le constat, on le fait tous, hein, la demande elle est là, c'est un besoin énorme. Pour parler de notre département avec des Hautes-Alpes, on sait tous que le train de nuit est un atout et un élément essentiel de notre département pour le faire vivre, de son tourisme, parce que sans cela, nous sommes très très enclavés, pour être modeste et pas en mettre plus. Donc effectivement, le constat qu'on fait, c'est que l'offre elle est vraiment aussi très limitée en termes entre le nord et le sud par exemple, ou l'est et l'ouest.
très peu de trains. Il a dit Valérie, Olga plutôt l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 6 destinations. C'est un petit peu dommage parce que ça freine un peu les envies et les ardeurs de toutes et tous quant à notre beau territoire. Je ne vais pas être plus longue pour laisser un petit peu d'amplitude à mes collègues, comme ça on pourra faire un panel beaucoup plus large tous ensemble. Merci, je vais peut-être raccourcir le protocole. Donc, bonjour à tous, à vos grâces et qualités. Je remercie Valérie évidemment pour l'invitation. Faire quelques éléments peut-être un peu plus factuels, peut-être pour compléter ce qu'a dit Marie-Jo sur des cas précis de problématiques qu'on peut avoir dans le Lot. Le Lot, à vol-oiseau, on n'est pas sur que ça de Paris, et pourtant on est des députés, je pense, qui sont les plus loin en termes de transport pour prendre le train pour se rendre à Paris. Voilà, on est plus loin que les gens de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, alors qu'on est à, le nord du Lot, c'est 450 km de Paris, et il nous faut pourtant plus de 5 heures quasiment pour y accéder, quand le train fonctionne, sans compter le trajet pour aller à la gare. Ce qui fait des déplacements assez longs, évidemment, quand il n'y a pas de retard. On est là pour parler du train de nuit, on pourrait parler de la POLT, c'est notre sujet, mais le train de nuit, je voudrais dire que pour nous aussi il est essentiel, mais il entraîne des difficultés qui ont été nombreuses. On a apprécié la relance du train de nuit, sauf que les chiffres que j'ai, moi, sur notamment le mois de décembre et le début janvier, c'est que sur une trentaine de trains, plus de 90% ont été annulés ou n'ont pas pu se déplacer. Donc on est très très loin des objectifs de la SNCF qui, normalement, préconise d'avoir au moins 90% de trains à l'heure. Là, on ne parle même pas de trains à l'heure, on parle de trains complètement annulés ou de trains bloqués pendant plusieurs heures, jusqu'à 10-12 heures, ce qui a pu se passer sur un train en particulier. Le matériel est vieillissant, ça il faut le dire quand même, et si on veut que les gens empruntent le train de nuit, il faut du matériel correct, il faut de la sécurité aussi pour ceux qui l'utilisent, notamment pour les femmes et les enfants, c'est indispensable. Sans cette modernisation, ça a été dit, avec du matériel correct, qui permet aux gens de travailler, de voyager dans le confort, ce n'est pas possible. Je vais prendre l'exemple du Lot. 2 trains de nuit traversent le Lot, celui qui fait Rodez-Paris et celui qui fait Aurillac-Paris. Ces 2 lignes passant par Brive. Or, ces trains sont raccrochés à des trains de jour. Ce qui fait qu'en fait, quand les gens sont dans le train de nuit à Brive, ils entendent les annonces de la SNCF pour le train de jour tous les moments éventuellement où la SNCF doit communiquer. Donc en fait on paye pour un train de nuit pour dormir et en fait pendant une grande période de la nuit on vous annonce des éléments qui ne vous intéressent pas forcément. Mais tout simplement parce qu'il faut un véritable train de nuit et pas leur accorder un train de jour. Donc on en a parlé avec les responsables de la SNCF, ce sera notre demande. Pour que ça fonctionne, il faut que le train de nuit parte à une heure décente le soir et il faut qu'il arrive à une heure correcte à Paris et il faudrait arriver au moins à 7h30 le matin pour pouvoir ensuite passer sa journée à travailler pour éventuellement rentrer le soir même ou le lendemain. Ça c'est quelque chose d'indispensable et c'est quelque chose qui est nécessaire. L'avion fonctionne mais il coûte relativement cher et n'est pas accessible à tous. Et puis il y a le problème aussi, tout le monde le sait, de la pollution et certains se refusent à prendre l'avion, donc on a une nécessité d'avoir un train de nuit correct avec du matériel, comme je l'ai dit, qui correspondent à notre état. J'ai parlé de la difficulté donc, sur les trains de nuit, notamment de cette problématique en gare et des distances qui se sont agrandies. De manière plus pragmatique, les points que j'avais notés, nous, c'est les difficultés qu'on a sur le matériel avec des pannes récurrentes, notamment des pannes de locomotives, avec des difficultés pour la SNCF même à louer ou à retrouver des locomotives qui sont obligées d'emprunter au fret, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc il y a une difficulté. Alors on est en fin de vie, on est d'accord, de nouvelles rames arrivent et de nouveaux produits sont commandés, mais en attendant, il y a un cap à passer et ce cap-là, il devient compliqué. Si on rajoute les difficultés de travaux qu'on a sur la ligne Paris-Toulouse, sur la POLT, nécessaire, et moi je comprends très bien que les travaux entraînent des difficultés, il n'y a pas débat. Mais ça rajoute de la complexité aux choses, effectivement, et des difficultés. Je terminerai par un élément important aussi, quand on arrive à la gare d'Austerlitz. Voilà. Moi je considère que cette gare elle est certainement magnifique, mais pour le moment on a du mal à le voir. Elle est en travaux depuis des années et des années. On a refait Notre-Dame en 5 ans, moi je m'en félicite. Mais la gare d'Austerlitz, ça fait 15 ans qu'elle est en travaux. 12 ou 15 ans, je ne sais plus. Je n'ai pas la date. Moi j'ai l'impression de la voir en travaux depuis toujours. Donc moi ce que j'aimerais avoir, c'est un objectif de travaux terminés et de façon à ce que les gens puissent travailler, puissent prendre le train dans des conditions correctes d'attente, d'accès aux toilettes, tout simplement, des choses tout à fait évidentes et basiques.
Et ça, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc on a besoin de fiabilité sur les trains de nuit. Moi j'ai rajouté 4 priorités que je retrouve sur les gens qui viennent nous voir à la permanence, avec les difficultés qu'on peut rencontrer sur les trains. La première, c'est la fiabilité immédiate. Donc ça a été dit au niveau du matériel. Alors, même avant les rames neuves, il va falloir améliorer les choses. Le confort. Sans confort, maintenant, effectivement, les gens vont se détourner du train. C'est vrai pour le train des nuits, mais c'est vrai également sur les rames corail qu'on emprunte encore sur la Polte. On se retrouve en 1975, on a l'impression d'être en retour vers le futur. Vraiment, c'est sincère ce que je dis, avec des difficultés à travailler, parce que vous n'avez pas un accès Internet correct, vous avez des coupures permanentes, votre téléphone ne marche pas tout le temps, vous avez une prise ou deux pour 6 dans un wagon qui sont d'une autre époque. Tout ça, ça doit être dit et modifié. Il ne peut pas y avoir une phrase de la seconde zone, en fait. C'est ça que je veux dire. On a l'impression d'être oublié. Cette France, en fait, cette terre du milieu, en fait, je l'appelle comme ça, ce qui aime Tolkien m'a s'y retrouver, elle doit être considérée, tout simplement, et avoir les mêmes éléments. Donc, confort réel du voyageur, on ne demande pas du luxe, on demande simplement un confort en rapport avec les temps dans lesquels on vit. Pouvoir dormir correctement, ça c'est évident. Une cohérence territoriale, d'accord, évidemment, sur le sujet. Et puis la sécurité pour toutes et tous, je l'ai dit, mais c'est important. Si on veut que les gens puissent prendre le train, il faut que ça puisse être possible. Et enfin, je terminerai par une anecdote personnelle. Et j'en ai déjà fait état à des responsables de la SNCF qui ont joué le jeu, qui ont trouvé une solution. Essayer de prendre une réservation pour un groupe sur un train de nuit et essayer de joindre le service de réservation des groupes. Et on a essayé de le faire pour une école de ma circonscription, prendre le train de nuit pour venir justement à l'Assemblée nationale, 15 jours pour avoir quelqu'un au bout du fil. Ça, c'est pas acceptable, il faut que les choses changent là-dessus. Je sais qu'il y a des difficultés ponctuelles qui sont dues à une organisation qui doit être remplacée, mais il n'empêche que les gens viennent se tourner vers leurs députés pour trouver une solution, c'est pas normal. Voilà, on doit avoir accès et une réponse normale à une demande de transport pour un groupe d'enfants avec des tarifs corrects et une réponse dans un délai raisonnable. Voilà, donc si on veut que les gens prennent le train, il faut qu'ils aient confiance dans le train. Et donc il y a tous ces aspects-là. Je ne vais pas faire plus long, on pourra débattre sur d'autres sujets. J'ai donné vraiment les éléments essentiels que j'ai comme retour, moi, sur la deuxième circonscription du Lot, sur ces trains de nuit qui sont attendus avec des améliorations très nettes. Merci Christophe, merci Marie-Josée. Je rajouterai donc, je notais moi, fiabilité, confort, sécurité, réservation de groupe, enfin on va dire logistique, quoi. Je rajouterai aussi accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ça va de soi, parce que donc il y a 2 personnes qui sont en fauteuil roulant parmi nous aujourd'hui. Franchement, merci, vous êtes venus en train de jour. J'imagine que c'est plus simple, peut-être, pas beaucoup. Mais en tout cas, pendant le train de nuit, ça c'est impossible, je veux dire, vu le... Enfin, en tout cas, moi je ne les connais pas tous, mais oui, même les jours. Mais enfin, déjà, mais celui de nuit, on ne peut absolument pas se mouvoir. Donc c'est encore un autre sujet qui, semble-t-il, a été pris en compte dans la commande dont parlait Monsieur le Ministre tout à l'heure en visio. Validé. Pardon, je passe la parole à notre collègue Marie Pochon. Merci beaucoup Valérie pour l'organisation de cette conférence, merci Stéphane également et merci à toutes et tous. Je vais prendre la suite, j'ai écrit mon intervention, donc je vais la lire. Et par ailleurs, je devrais partir également par la suite et je m'en excuse d'avance. Moi je suis élue de la Drôme, donc sur le tracé du Paris-Briançon. Et les 2 gares qui sont desservies, c'est celle de Cré et de Die dans ma circonscription. Et j'étais ancienne militante également de Oui au train de nuit dans mes années parisiennes, où on se mettait en pyjama pour accueillir le matin, pour accueillir les voyageurs. Et j'en suis absolument ravie de ces belles années. Et donc je continue la bataille comme députée. Je vais commencer ma courte intervention en rappelant que les trains de nuit sont de plus en plus plébiscités par les citoyens, le nombre de voyageurs ayant doublé entre 2019 et 2024 et que nous devons nous en féliciter. Dans ce contexte, malheureusement, les efforts de l'État et de la SNCF ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques, du droit à la mobilité pour toutes et tous, ni des attentes des Françaises et des Français. L'urgence climatique, tout comme la nécessité de développer ces modes de transport durables pour désenclaver nos territoires ruraux et donner un moyen à des centaines de milliers de Français, tout simplement pour qui la voiture n'est pas une solution de se déplacer, nous commande de les pérenniser via des financements adaptés et ambitieux. C'est ce que mon groupe, et c'est ce que nos groupes
ont proposé dans le cadre du dernier projet de loi de finances. Malheureusement, ces dernières années, les examens du budget n'ont pas permis de mettre suffisamment de crédits d'investissement pour ces lignes structurantes pour nos territoires et un peu trop, à notre goût, à la pérennisation du modèle actuel de l'aménagement du territoire et des transports, malgré toutes les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient territoriales. Étant élue sur la ligne Paris-Briançon, cela fait plus de 3 ans maintenant que je reçois des interpellations très fréquentes d'usagers également, sur le matériel vieillissant, sur le manque d'électrification de certaines lignes, comme celle reliant Livron à Briançon, sur les retards réguliers, sur le manque de personnel, la fermeture des gares, les travaux de nuit sur les lignes, l'impossibilité pour les trains de se croiser également, l'interdiction du cabotage sur les lignes de train de nuit, alors que cela pourrait permettre de donner une alternative supplémentaire aux voyageurs. Autant d'enjeux qui empêchent parfois les voyageurs de percevoir le train de nuit comme un moyen de transport fiable, compétitif et durable. Et pourtant, c'est plus de 45% des Français, notamment dans nos territoires ruraux, qui déclarent avoir déjà renoncé à un rendez-vous, faute de pouvoir s'y rendre. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, les transports sont le premier émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays et qu'il s'agirait de ne pas nier plus encore la nécessité d'une bascule dans les modalités de transport au vu des changements climatiques qui s'annoncent. Et pourtant, la voiture, qui est généralement considérée comme le moyen de transport par défaut par chez nous, n'est ni une solution pour les moins de 18 ans, ni pour nos aînés, ni pour les personnes en situation de handicap, ni pour celles et ceux qui manquent de moyens. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le parc automobile sur les routes de France, roulent 1 million de voitures sans assurance et 2 millions de voitures sans contrôle technique. Il faut se rendre compte, au travers de ces chiffres, à quel point le manque de choix en matière de mobilité dans nos territoires ruraux conduit à l'isolement, conduit au sentiment de mépris, conduit également à la fracture territoriale. Et donc c'est pour tous ces pourtant qu'il nous faut défendre chaque jour les trains, et spécifiquement les trains de nuit. Chez moi, il dessert les gares de Die et de Cré, sans cabotage donc. Au printemps dernier, les cheminots de la ligne m'alertaient sur leurs conditions de travail et de conduite de cette ligne vitale pour notre territoire rural. Ils me disaient le manque de capacité électrique pour allumer la machine à café sans couper le chauffage dans une des rames. Ils me disaient devoir changer de locomotive en gare de Valence en plein trajet pendant 1 heure chaque nuit. Ils me disaient leur inquiétude pour leur avenir face à la mise en concurrence du rail. Il m'a alerté également sur ces trains au moment des vacances d'hiver qui font Paris-Briançon directement, sans plus s'arrêter dans les gares intermédiaires. On ne fait plus d'arrêt ni à Cré, ni à Die pendant les vacances d'hiver, parce qu'il s'agit de conduire les gens au ski et non plus d'assurer un service de train du quotidien pour les travailleurs et les habitants de nos vallées. Alors, pour mieux comprendre leur quotidien, pour les soutenir également, en juin dernier avec Valérie, avec Marie-Josée et Paul-Christophe, nous prenions le train de nuit ensemble pour mieux comprendre la réalité du terrain, même si nous prenons également régulièrement, mais là il y a des journalistes avec nous. J'en suis très fière de ce déplacement, car au-delà des amendements que nous défendons et continuerons de défendre chaque année au budget, au-delà du train du quotidien que nous défendons et que nous continuerons de défendre, nous défendons aussi et nous continuerons de défendre, même quand on habite à la campagne, loin des aéroports et des gares TGV, et qu'on n'a pas les moyens de la bagnole, le droit à la mobilité de tous. Et c'est là ce qui fonde notre combat collectif. Je vous remercie encore pour cette écoute et pour ce beau colloque. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Marie Sousfort, je suis sénateur du Lot et président d'Urgence Ligne Polt depuis novembre. Pendant la succession de Jean-Claude Sandrier, et c'est l'occasion aussi de lui rendre hommage pour le travail qui a été fait pendant toute cette année avec une partie de l'équipe importante qui reste auprès de moi et qui a démontré que quand on se battait, quand on avait la volonté, on pouvait faire changer les choses. Je crois que ce qui est important, je veux remercier Stéphane et Valérie, c'est qu'on soit toutes et tous là, mobilisés, nombreux, parce que je ne doute pas que nous sommes tous des défenseurs acharnés du ferroviaire. Les usagers, les associations, les élus mobilisés, mais également la SNCF. Je pense que la SNCF a tout intérêt aujourd'hui, ils le savent, à développer le ferroviaire, parce que derrière, c'est des recettes supplémentaires, pour la SNCF Réseau, ça sera des péages. Donc oui, on veut toutes et tous, demain, qu'on puisse faire le choix du train et de changer finalement les tendances qui sont des tendances de fond depuis
depuis de nombreuses années, où on a privilégié la route par rapport au rail, où on a supprimé de nombreuses lignes, puisqu'on avait 60 000 km au moment de l'âge d'or. Aujourd'hui, on en a 26 000 km de lignes. Et pour ça, il faut être mobilisé. Dans un moment qui est dans un moment charnière. Et quelque part assez paradoxal. Le positif, c'est qu'il n'y a jamais eu autant envie et besoin de train. Et la fragmentation le démontre. Elle progresse. Autant un temps, on aurait pu tous nous traiter de nostalgiques, de regretter les temps anciens, et de considérer que finalement le train était mort et que sur le plan économique, ça n'avait aucune raison d'être. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de fréquentation dans un moment, vous le savez, où les perturbations sont terribles. Et où on a plutôt tendance à penser qu'on décourage de prendre le train qu'autre chose. Et pourquoi c'est un succès? Parce que d'abord, c'est plus écologique, et ça durera, parce que le changement climatique est là. Le train, c'est 1,2 kg de CO2 par passager contre 80 kg de CO2 par passager pour l'avion. Donc, il n'y a pas photo. Et quand on regarde par rapport à la voiture, c'est 9 fois moins aussi d'émissions de CO2 que la voiture. Donc c'est écologique. Le train de nuit, c'est aussi quelque chose de social. Parce que souvent, quand vous prenez le train de nuit, vous économisez une nuit d'hôtel. Et c'est aussi à intégrer dans la logique des coûts et dans la logique de la tarification. Et dans ce moment où il y a une telle envie, ben, il n'y a jamais eu autant de difficultés. Et je crois que Stéphane l'a dit, ça fait un peu froid dans le dos aujourd'hui, 40% des trains de nuit qui sont annulés. Alors ça paraît paradoxal, mais pourquoi? D'abord parce que il y a cette fameuse dette grise, il y a tous ces investissements qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, et aujourd'hui on paye. C'est des difficultés sur le réseau, et c'est des difficultés sur le matériel. Les réseaux qui ont des années et des années d'ancienneté, et pareil pour les trains qui ne sont absolument plus adaptés. Sur les réseaux structurants, il y a une volonté. Et il y a même, moi je vous dis, comme président d'urgence Ligneupol, aujourd'hui des choses qui avancent. Il y a 1,7 milliard de financement sur la régénération et sur la modernisation, qui justement crée aussi toutes ces difficultés, il faut en avoir conscience. Il faut le prendre quand même positivement. Il faut être patient, c'est compliqué. Quand vous aurez emmené 3 week-ends où il n'y aura pas de train qui va circuler, évidemment c'est très handicapant, mais au moins on avance et on fait des choses, alors pendant des années on n'a rien fait. La difficulté quand on est élu local, évidemment, c'est qu'on peut faire des promesses, on peut expliquer que ça ira mieux demain. Enfin, la colère aujourd'hui elle est importante, elle est violente, surtout quand vous annulez au dernier moment, surtout quand vous avez des retards qui parfois peuvent prendre plus d'une heure ou d'une heure et demie. Je peux vous dire qu'en général, on va voir le maire, on se plaint, on a bien conscience des difficultés. Et moi, je pense qu'il faut quand même faire les travaux et qu'on peut continuer à faire les travaux. Et puis, il y a évidemment le changement de matériel qui doit être recommandé. C'est quand même une confirmation, c'est une bonne nouvelle qu'on pourra avoir le lancement de l'appel d'offres cette année, pour qu'on puisse en faire avancer. Après, moi, je suis un pragmatique, je ne suis pas trop pour la communication, et donc ce que je demande aujourd'hui à tous ceux qui nous annoncent, qui veulent faire le choix du train, qui ont une vraie ambition, c'est que ça se concrétise en actes. D'abord, il y a la question des moyens. La question des moyens, il y a des annonces, mais moi je le dis, il faudra de même que ça se concrétise. On nous annonce donc, je parle sur les lignes structurantes, après je parlerai des financements de projets. 3 milliards aujourd'hui sur les lignes, et M. Farandou qui nous avait expliqué à l'époque que pour être juste au niveau d'entretien, il fallait rajouter 1 milliard. Pour que la dette grise ne s'accroisse pas. Elle est de 60 milliards aujourd'hui, et avec les investissements actuels et demain, ça va être 1 milliard de plus chaque année. Donc elle ne va pas encore baisser alors qu'elle doit baisser. Ces 4,5 milliards que nous attendons, c'est pour 2028. C'est ça qui a été annoncé. 2028, c'est déjà presque un peu tardif. Puis, nous a annoncé que nous aurions une loi cadre qui a été déposée en Conseil des ministres mercredi dernier. J'ai regardé l'intervention, puis il y a toujours une conférence de presse, je vous invite à aller la voir, pour essayer d'avoir des éléments précis. Mais cette loi cadre va fixer un cadre. Et demain, il y aura une loi de programmation.
La loi cadre, il faut déjà qu'elle soit déposée au Parlement. J'attends la confirmation, je crois qu'on avance, qu'elle sera déposée d'abord au Sénat, et signe aussi, j'espère, le territoire, en avril. J'espère que ça sera confirmé assez rapidement. Puis il y aura la loi de programmation qui prévoira véritablement. Puis on attend aussi le Conseil de l'orientation des infrastructures pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Et puis on attend le rapport du préfet qui va nous expliquer aussi le reste. Donc il va y avoir des moments charnières où moi, je vous le dis, je vais regarder dans le détail si les discours sont suivis véritablement d'actes, et c'est ça qui me paraît important. Et par rapport à la commande du matériel, moi je préfère qu'on me donne un délai plus long, mais qu'on le respecte. Plutôt qu'on me dise, vous inquiétez pas, c'est pour 2030, et qu'on ait quand même un petit peu l'impression qu'on ne tiendra pas. En tout cas, c'est ce que tu avais l'air de dire, Stéphane, et fait aussi un petit peu comme ça. J'ai une mauvaise expérience, puisque les rames oxygène avaient été annoncées pour 2023, et qu'elles devraient arriver, je pense qu'elles vont arriver, en 2027. Donc vous savez, moi les élus, ils ont besoin de visibilité, ils sont capables d'expliquer à la population, mais quand on leur explique qu'il y a un délai et qu'il en prend 3 ans derrière, c'est compliqué. Et on sait que pour la question des rames, et c'est ce qui s'est passé sur les wagons, sur la question des délais, on a la partie des accréditations, des habilitations, de la réglementation toujours supplémentaire qui fait qu'on perd souvent en délai. Donc, moi ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on soit en capacité de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est notre ambition, qu'il y ait la confiance qui s'installe et qu'on arrive à améliorer les choses. Ça a été dit, il y a les investissements sur les infrastructures, il y aura les investissements sur le matériel, et puis oui, j'en finis par là, parce que on a, ce qui concerne le train de nuit, la ligne Polt, sauf qu'on récupère Aurillac et on récupère Figeac. Là, c'est pas tout à fait la même classification dans les lignes. L'État ne prend pas tout en charge. Depuis quelques années, on a demandé aux régions d'intervenir. Sur l'exploitation, pourquoi pas? Mais quand on dit à travers des contrats de plan État-région, on va déterminer avec les régions les financements, de savoir à quel niveau. D'abord, on a les régions qui n'ont pas la même ambition sur leur réseau et leurs infrastructures. Et puis, on le sait, on a une espèce de jeu qui se crée, de dire on va se renvoyer la balle, nous on n'a plus les moyens à l'autre de participer, et la vérité c'est que sur les lignes fines, on a quand même de très très fortes inquiétudes aujourd'hui. Et que vous avez des régions qui vous annoncent qu'elles ne financeront plus l'entretien des lignes fines, et que ça va entraîner incontestablement la fermeture, parce qu'on sait comment ça se passe. Il n'y a plus d'entretien, il y a des problèmes de sécurité, on commence à passer de 100 km à 40 km, et puis au bout d'un moment, on les ferme. Et on aura besoin de toutes et tous, parce que la question qui est devant nous, c'est évidemment les plus structurants, mais c'est aussi, me semble-t-il, de pouvoir développer l'ensemble du réseau. On n'est pas encore à imaginer de revenir et de recréer des lignes, on a besoin d'entretenir les lignes existantes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire le choix du train et du réseau ferroviaire, parce que ce n'est pas quelque chose à court terme, c'est quelque chose à moyen et à long terme, et qu'il faut véritablement avoir désormais cette ambition. Et nous l'aurons si nous sommes toutes et tous convaincus, si nous sommes solidaires, si nous sommes mobilisés, et si nous sommes en capacité de peser sur les acteurs qui aujourd'hui décident de l'avenir des infrastructures de ce pays. Merci Monsieur le Président, merci à ma collègue de nous accueillir et d'avoir eu cette initiative conjointe. Bon, je vous salue toutes et tous évidemment. Si nous sommes là, c'est que nous sommes tous convaincus de la nécessité, de l'utilité et des bienfaits des trains de nuit. Je voudrais non pas répéter ce que mes collègues ont dit, avec lesquels je suis en parfait accord, mais essayer d'y apporter des éléments peut-être complémentaires. D'abord, il va falloir que nous trouvions les voies et les moyens, mais c'est déjà le cas, de convaincre tous nos interlocuteurs que le train de nuit n'est pas une lubie romantique de quelques-uns qui auraient la nostalgie du temps où nous pouvions prendre le train de nuit dans de grandes conditions de confort. Je dis cela parce que c'est absolument essentiel. Dans le débat politique et stratégique que nous allons avoir, dans le débat budgétaire qui est l'éléphant au milieu de la pièce, sur les investissements stratégiques des temps qui viennent, il faut que nous arrivions, et c'est déjà largement le cas, et ce colloque y contribue, à, de manière absolument déterminée, convaincre qu'il s'agit là, par le train de nuit, de replacer une pièce du puzzle stratégique de la desserte ferroviaire dans notre pays. Et j'insiste sur ce point parce que nous avons trop entendu les uns et les autres, même parfois
parmi ceux qui ont promu le retour du train de nuit, cette idée, je le redis, presque romantique du train de nuit. Alors, c'est à chaque fois fait avec beaucoup de bienveillance. Hein. J'ai une discussion avec Jean Castex, toujours très agréable d'entendre les uns et les autres rappeler leurs souvenirs merveilleux du train de nuit, mais c'est insuffisant. Parce que si nous défendons aujourd'hui le retour du train de nuit, c'est parce que nous pensons qu'il a un rôle absolument essentiel dans le réaménagement de notre territoire, dans la desserte ferroviaire, dans la stratégie environnementale que notre pays a amenée. Et je pense que ce message-là, il est central. Parce qu'il n'y a pas là une lutte d'arrière-garde, mais il y a une bataille d'avant-garde sur bien des sujets qui ont été évoqués à l'instant. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sûrement que parmi tous les sujets que nous avons à traiter aujourd'hui en matière de desserte ferroviaire, la question du train de nuit est probablement une des plus exigeantes. Parce que je pense qu'il faut un niveau de confort, d'exactitude, de minutie dans le traitement du train de nuit que peut-être nous n'avons pas exactement besoin dans le train de jour. Et je pense que c'est important de repositionner les choses de cette manière-là. Le train de nuit exige un certain nombre de choses que peut-être de manière générale on considère comme secondaires, mais qui dans le cadre du train de nuit, mes collègues l'ont évoqué, l'expérience que l'on a du train de nuit, sont des éléments absolument déterminants. La sécurité en fait partie, plus encore que sur les trains de jour, pour des questions qu'on peut imaginer. La régularité aussi, parce que évidemment c'est absolument fondamental lorsque vous considérez que le voyage de nuit a vocation à être utile parce que la nuit est utilisée et que vous arrivez à 7h30 à Paris et pas à 7h50 ou pas à 10h ou pas à 15h. Ça change absolument tout si le soir même vous faites le retour. Sur le confort aussi, sur le confort dans le train et sur le confort en gare. Parce que, pardon, mais il était évoqué tout à l'heure la question notamment des sanitaires, qui est quelque chose qui me dépasse de manière absolument gigantesque. Il n'est pas possible que dans la majeure partie des gares de ce pays, nous soyons au niveau de l'ex-URSS ou du Moyen-Âge, pour chacun prendra ses références choisies, en termes de sanitaire. Et tout ça est fondamental. Parce que, je le redis, mais l'expérience du train de nuit ne doit pas être seulement un souvenir épique que l'on raconterait comme une expérience sociale, humaine que nous aurions eue et qui nous laisserait un souvenir plus ou moins impérissable. Ça doit être un moyen de transport confortable, efficace et absolument sécure. Et je pense que toutes les batailles que vous menez et que nous devons mener sur le point de détail dans chacun des éléments du transport du train de nuit est en fait absolument fondamental. Parce que tous ces éléments-là, tous ces petits détails-là, ils font toute la différence. Et c'est là, je crois d'ailleurs, que ce combat peut être utile à toute la vision stratégique du transport ferroviaire, parce que si l'on est parfaitement capable de gérer un voyage de nuit, alors on peut être extrêmement efficace pour gérer un voyage de jour. Et ça, je pense que c'est là aussi un discours à tenir, parce que le train de nuit est une locomotive pour faire en sorte de tirer vers le haut l'ensemble du niveau d'exigence du voyage ferroviaire dans notre pays. Puis un dernier point pour ne pas être plus long, nous avons aujourd'hui un sujet qui concerne le train de nuit, mais pas seulement. La question ferroviaire dans notre pays est une question budgétairement stratégique. Or, je suis toujours assez stupéfait de voir que l'aspect budgétaire est traité de manière assez secondaire, voire très illusoire. Moi, je veux bien qu'on entende des bons de commande à tout va, des délais chimériques. Vous voyez les épreuves budgétaires que nous passons pas tous les ans, tous les 6 mois, de projet de loi de finances en projet de loi de finances rectificatif. Et ce qui est nouveau, nous sommes là depuis quelques années les uns les autres, ce qui est nouveau, c'est que désormais, un projet de loi de finances rectificatif en milieu d'année peut remettre en cause toute une stratégie financière développée depuis 10 ans. Et ce traitement AU et ADIA ne peut pas correspondre au traitement de l'aménagement du territoire et en particulier de la stratégie ferroviaire. Vous pouvez gérer AU et ADIA quelques petites politiques publiques, en matière ferroviaire, c'est absolument impossible. J'ajoute un dernier point, ce sera ma conclusion. Même ce qui jusqu'ici était le plus fiable en matière de débat budgétaire ne l'est plus aujourd'hui. Les lois de programmation pluriannuelle, les lois cadres, nous en avons voté des centaines depuis de nombreuses années. Jusqu'ici, elles étaient tenues. Et elles avaient cette force-là qu'elles n'étaient pas utilisées souvent, mais que lorsqu'elles étaient utilisées, à l'euro près, elles étaient tenues. Évidemment, ça transformait tout.
parce que ça transformait la politique industrielle. Vous imaginez bien que si on veut, y compris ne pas avoir à commander aux Chinois, aux Américains, beaucoup de nos équipements, je ne parle pas de la matière ferroviaire, encore faut-il que nous puissions développer notre propre industrie ou la redévelopper, et pour ça il faut 15 ans de visibilité. Ça vaut dans le ferroviaire comme dans l'aéronautique. Les lois de programmation pluriannuelles, notamment en matière de défense, avaient cette vocation. Comme on y voyait clair pendant 15 ans, on redéveloppait les filières industrielles, avec toutes les conséquences positives que cela avait. Quand on signait le bon de commande, on était capable de négocier directement avec l'industriel, de savoir quand ça arrivait, de réajuster, etc. Or, aujourd'hui, nous avons une vraie difficulté de fiabilité, y compris des lois pluriannuelles. Je ne parle pas du problème démocratique que ça pose, c'est presque accessoire au milieu de tout ça, et pourtant c'est principal, mais ça pose une vraie question aussi sur notre sujet. Tout ça pour vous dire quoi? Le train de nuit, c'est pas une aventure de vieux romantiques, plus ou moins jeunes, qui aurait la nostalgie de cette époque-là. C'est un sujet d'avant-garde et nous devons le traiter comme tel. C'est une locomotive parce que ça permettra de rehausser tout le niveau du ferroviaire dans notre pays et nous en avons besoin, y compris en termes qualitatifs. Et enfin, ça doit s'inscrire dans une véritable stratégie ferroviaire et pas seulement être un parent pauvre qu'on traite plus ou moins bien au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup pour vos témoignages. Est-ce que notre vice-président Jean-Noël Guasclot souhaite rajouter éventuellement quelques mots sur des points qui n'auraient pas été abordés par nos parlementaires avant qu'on laisse la parole à nos représentants de la SNCF? Merci, Monsieur le Président, cher Stéphane. Écoutez, moi ce que je pense, c'est que, pour ne pas redire ce qui a été dit, c'est que... Qui nous explique, voilà. Au moins, on a une explication. Ça n'enlève pas le problème, ça n'enlève pas nos demandes, etc. Mais on a au moins une explication et on peut répondre, nous, parlementaires et puis n'importe quel élu, au questionnement hein, pourquoi il y a eu ce problème, etc. Donc je voulais vous remercier sincèrement pour ça. Merci. Merci. Monsieur Fanichet, si vous souhaitez intervenir. On va se donner pas trop de temps, quitte à ce que vous interveniez après dans les débats. Merci beaucoup, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les parlementaires. D'abord, peut-être en quelques mots. D'abord, vous remercier de votre invitation au titre train de nuit relié à la France autrement, avec pour moi un élément extrêmement important qui est l'aménagement du territoire. D'abord, pour vous dire que l'entreprise que je dirige aujourd'hui est pleinement consciente des difficultés qui sont rencontrées par l'ensemble des voyageurs sur les trains de nuit. Et vous dire à quel point l'ensemble des équipes qui sont autour de moi aujourd'hui sont pleinement mobilisées pour améliorer les conditions de circulation de ces trains de nuit. Vous l'avez toutes et tous dit, aujourd'hui, les investissements sont absolument indispensables pour pouvoir avoir un niveau de qualité des trains de nuit à la hauteur des ambitions qui peuvent être les nôtres, toutes et tous autour de la table aujourd'hui. Donc vraiment, je vous le dis, les difficultés, on ne les méconnaît pas. Et on essaie d'y remédier du mieux que nous pouvons. Et je veux vous rappeler l'engagement absolument total des équipes qui sont autour de moi, aussi bien les équipes d'Intercité que vous avez déjà saluées, mais également les équipes de SNCF Réseau qui sont à mes côtés, parce que vous l'avez dit, le train de nuit est un objet qui est sans doute un des véhicules les plus compliqués à faire rouler en France. J'ai dit souvent que faire rouler un train de nuit, c'est vraiment de l'orfèvrerie pour plusieurs raisons. D'abord, comme son nom l'indique, c'est un train qui circule la nuit, et donc il fait partie des quelques trains qui circulent, et pas dans la masse des 15 000 trains que l'entreprise SNCF Voyageurs fait circuler tous les jours. Depuis 2010, nous faisons circuler ces trains sous une autre organisation, comme vous le savez, puisque depuis 2010, et il appartient maintenant à l'État d'être l'autorité organisatrice de ces trains. D'ailleurs, le ministre l'a rappelé dans son propos introductif et que je salue, puisque grâce au ministre Tabarot, une commande très importante a été lancée, puisque les trains de nuit vont pouvoir emprunter un nouveau train, et non pas une nouvelle jeunesse sur laquelle je vais revenir aux trains actuels, puisque c'est une commande de près d'1 milliard d'euros, et je laisserai Pierre-Christophe Soncarieux, qui est ici le représentant de l'État, détailler ces éléments-là. Mais il y a un changement de paradigme. Depuis 2020, vous avez sous l'autorité d'un Premier ministre bien connu et aujourd'hui président d'un très grand groupe ferroviaire, le nôtre, Jean Castex, que je remercie à nouveau d'avoir véritablement relancé les trains de nuit. D'abord, je repartage avec vous un élément que vous avez tous et tous dit, mais j'aime à le dire, le train de nuit est attendu
Le train de nuit, il est souhaité. Le train de nuit, il est espéré. C'est ça que vous avez dit. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, pour être très concret, en 2019, on était à moins entre 350 000 et 400 000 voyageurs que nous avions aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est entre 900 000 et 1 million de voyageurs qui prennent les trains de nuit. Ce n'est pas un hasard qu'ils prennent le train de nuit. C'est pour plusieurs raisons. D'abord, il y a effectivement eu un développement du nombre de lignes, vous le savez, sous l'impulsion du Premier ministre et des ministres des Transports, bien évidemment. C'est des investissements très importants qui ont été faits par l'État pour rénover des voitures Corail que nous connaissons tous dans cette salle, qui datent des années 75 à 80, qui ont été rénovées. C'est 129 voitures, et qui, je vous dis avec toute ma sincérité, ont été récupérées au dernier moment, parce qu'elles étaient plutôt promues pour être démantelées, puisque les trains de nuit étaient plutôt en voie de disparition, plutôt en voie de développement, et on voit bien que sous l'impulsion de l'État, ils ont bien fait de lancer cette politique publique d'aménagement du territoire, car c'est extrêmement attendu. 129 voitures, c'est plus de 150 millions d'euros qui ont été investis. Investis, je me permets de le dire là également, dans un savoir-faire des cheminots. Parce qu'on n'a pas demandé aux privés de revoir ces voitures, elles ont été faites dans les ateliers de l'entreprise SNCF, et s'il n'y avait pas eu ces savoir-faire des cheminots, qui étaient rappelés à l'instant, nous n'aurions pas été capables de remettre ces trains de nuit en circulation. Et donc, même si je le reconnais, les difficultés que nous rencontrons, nous ne sommes pas au rendez-vous de la régularité, même si de très gros progrès ont été faits sur la régularité. Aujourd'hui, on est à une régularité autour de 75%, même s'il y a des grands retards qui génèrent mécontentement et qui opèrent ce résultat qui est proche des autres lignes. Par ailleurs, si nous n'avions pas le savoir-faire des cheminots, aujourd'hui, les trains de nuit, on serait tous et toutes en train d'attendre les nouveaux trains et les nouvelles commandes. Alors quand je disais que ces trains de nuit, c'est véritablement de l'orfèvrerie, je n'exagère absolument pas, tout simplement parce que c'est des trains de nuit qui vont circuler parfois entre 50, 100, 150, voire 200 km sur des voies uniques. Là encore, c'est de la sécurité de façon très importante et qu'il faut regarder. Et puis après, ils circulent au milieu des travaux ferroviaires, qu'on appelle tous de nouveau, et vous l'avez rappelé, et je me permets, puisque je suis ici devant vous, à l'Assemblée nationale et devant vous, monsieur le sénateur, pour rappeler à quel point il faut tous qu'on ne fasse pas juste des discours, mais qu'on vote des budgets de façon sérieuse, c'est-à-dire avec un besoin, et la loi cadre qui va arriver devant vous très prochainement, un besoin de régénération du réseau. On parle de 3 milliards, on parle surtout d'1,5 milliard qui manque. Et ce 1,5 milliard, il est sur des lignes, à peu près toutes, mais aussi sur les lignes des trains de nuit. Et quand je parle d'orfèvrerie, c'est que ce train de nuit doit circuler de bout en bout et se contourner ici ou là des travaux. Et aujourd'hui, c'est véritablement un engagement total que je peux vous dire. Vous avez reçu Non, j'ai fait une erreur. On est arrivé à destination. Je vais par contre vous demander de faire très court parce que... Non, je vais un peu en retard avec votre respect. Oui. Parce que j'ai comme circulé ça. Alors allez-y vite au message parce que je dirais bon. Mais les trains de nuit, ça Ce que vous nous avez dit pour l'instant, on connaît à peu près le contexte. Ne vous inquiétez pas, je vais être très court. Non, moi, ce que je vous dis en quelques messages, aujourd'hui, on a revu le confort sur les rames que nous avions. Je sais que ça pourrait être mieux, mais je voudrais aussi qu'on salue le fait qu'on fait du mieux que l'on peut. On les fait circuler au milieu des travaux. On a une politique tarifaire et c'est de l'État. Et aujourd'hui, vous avez des prix qui sont bas parce que aujourd'hui, l'État, pour cette politique publique, veut réaffirmer que le pouvoir d'achat est un élément extrêmement important. Je rappelle également que le train de nuit, ce n'est pas le train romantique. Vous avez raison, c'est le train du quotidien de bon nombre de Français. Quand on parle d'aménagement du territoire, on ne parle pas de romantisme, on parle d'attractivité des territoires, on parle d'économie, on parle de social et on parle d'économique. Donc voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Et je répondrai bien sûr à toutes les questions que vous pourriez nous poser, mais en un mot, oui, il y a des difficultés, nous en sommes bien conscients. Nous essayons du mieux que nous pouvons, avec le matériel que nous disposons du réseau ferroviaire qui est le nôtre, de faire au mieux. Et sachez que tous les cheminots sont pleinement engagés pour y arriver. Et on fera le mieux qu'on peut avec le matériel qu'on a et avec le réseau ferroviaire qui est le nôtre
l'engagement il est total, vous pouvez me faire confiance. Merci Monsieur Félichet. On reviendra sans doute sur ces différents points. Vous savez, avec deux temps de débat ensuite sur la question des améliorations à court et moyen terme et la question du perspective donc à plus long terme avec le nouveau matériel. Quelques minutes, Monsieur Delpy, en vous remerciant de votre présence pour la représentation de Monsieur Chabanel qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Tout à fait, Mathieu Chabanel, le président directeur général de réseau, est désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui et il m'a demandé de vous le dire. Donc au sein de SNCF Réseau, déjà on se félicite de l'engouement pour le train de nuit et l'ambition qu'il y a pour le train de nuit. Avoir l'ambition pour le train, c'est avoir l'ambition pour le réseau, et les budgets qui sont discutés en ce moment, les budgets complémentaires pour la régénération du réseau en sont une preuve. La question qui est la nôtre chez SNCF Réseau, c'est comment permettre le développement des trains de nuit, leur bonne exploitation dans ce contexte de travaux extrêmement importants. Et pour ce faire, on a un dialogue continu et de plus en plus nourri avec la DGITM, avec Intercité, avec les parties prenantes, avec les élus, pour adapter au mieux les plages travaux et pour, le cas échéant, travailler sur des alternats, c'est-à-dire pour des alternatives de circulation, des itinéraires alternatifs, de manière à pouvoir permettre le maximum de circulation sur un service annuel durant une année. Vous l'avez dit, Christophe Michel a dit, c'est un travail d'orfèvrerie. On a jusqu'à 130 variantes par an pour un seul train de nuit. Donc 130 circulations différentes. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui d'un réseau en travaux qui est continué d'être exploité. Les 3 milliards, bientôt on l'espère 4 milliards et demi d'euros qui sont investis dans le réseau, c'est un montant qu'on doit investir en responsabilité, c'est-à-dire en mutualisant, en maximisant le nombre de travaux qui est fait pour chaque euro investi, et ça nécessite souvent de massifier ces travaux sur des périodes avec un arbitrage à faire, ou une conciliation à faire entre les différents trains, train du quotidien, train longue distance de jour, train fret, train de nuit. Et donc c'est en ça qu'on travaille de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des acteurs, avec les donneurs d'ordre des JTM, avec les associations, avec les élus. J'en veux pour illustration le fait que à la réouverture de la vallée de la Maurienne l'année dernière, notamment, il y a eu une décision de repousser les travaux à la demande des élus locaux, notamment et avec l'accord de l'ensemble, de la majorité en tout cas des transporteurs, pour permettre de sauver la saison estivale. On a travaillé d'arrache-pied avec les équipes, bien entendu, de la DGTM, d'Intercité, les équipes de SNCF Réseau, pour pouvoir ouvrir cet alternat sur Grenoble pour permettre de développer le nombre de dessertes de la ligne Paris-Briançon. C'est toujours insuffisant, on parle de quelques jours par semaine, quelques semaines en 2026, 2 semaines supplémentaires. Pour autant, ça reste une démarche qu'on continue, qu'on souhaite amplifier pour pouvoir permettre d'accompagner ce développement du train de nuit. Et le développement du train de nuit, ce n'est pas uniquement les trains intercités. Je voulais saluer des projets récents et concrets. On parle ici, et je pense qu'on en reparlera, de Pegasus Train qui a pu réaliser cette fin d'année dernière le Paris pour Saint-Maurice avec l'aide d'Europe Express, du projet que vous avez évoqué, le projet néerlandais de European City, exactement, de Paris-Nord-Bruxelles à Berlin, qu'on cherche à faire aboutir. Et je voulais souligner là-dessus qu'il y a une vraie cohésion, une vraie consacrée autour du train de nuit. Son illustration aujourd'hui, c'est aussi l'illustration dans la réalisation du projet qui Pegasus Train, qui du European City. Il y a eu beaucoup de mobilisation chez SNCF Réseau, chez SNCF Voyageurs, l'État, les ministères, pour permettre, en possible, ces trains de nuit qui sont, on l'espère, le symbole du renouveau du ferroviaire français. Merci, M. Delpy. Merci, M. Delpy. On a pris un petit quart d'heure de retard. On avait prévu une petite séance de questions après chaque moment. Je vois que mon collègue Renaud Couloux souhaitait intervenir rapidement. Alors, 1 minute, on va assez vite. Monsieur le sénateur. Je ne serai pas l'ordre. J'ai été surpris par vos propos de travail d'orfèvre. En fait, c'est un travail de chemin de fer et de cheminot. Et si vous considérez que c'est un travail d'orfèvre, je pense que c'est plutôt aux Suisses qu'il faut s'adresser, tellement voisin. Mais pour faire circuler un train, ma foi, avant il y avait beaucoup plus de chemin de terrain qui circulait la nuit et c'était moins le foutoir. Vous avez beaucoup d'installations
qui permettent de faire circuler les trains lorsqu'on intervient sur la voie d'à côté, mais comme il vous manque du personnel pour faire la sécurité sur les voies, vous ne les utilisez pas. Voilà ce que je voulais dire. Et je laisse la parole aux autres, sinon c'est un autre. Merci Raymond. Est-ce que une ou deux personnes dans la salle souhaiteraient éventuellement avoir une petite question? Je rappelle qu'on a 2 grands temps d'intervention ensuite, sur les améliorations court moyen terme et sur le long terme ensuite. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, les personnes qui ont levé la main, que je ne vois pas. Bonsoir, Catherine Duroc, AP France Handicap. Donc vous parlez du train de nuit qui est essentiel, et ça je comprends bien, pour désenclaver nos territoires, mais peut-être aussi, vous savez tous que les trains de nuit sont inaccessibles aux personnes usagées de fauteuil roulant. Il est vraiment essentiel quand on parle d'un lien social, quand on parle d'un rôle économique, etc., de mobilité, qui est déjà beaucoup plus compliqué pour une personne en situation de handicap. Il faut vraiment que ces trains de nuit soient accessibles à tout handicap, mais cela implique également qu'en parallèle, toutes les gares desservies par ces trains de nuit soient en accessibilité avec assistance pour les personnes. C'est vraiment essentiel parce que nous sommes, comme a dit Madame la députée Valérie aussi, nous sommes 2 ici en fauteuil roulant qui venons tous les 2 de PACA, 04 et 05. Nous on prend le train de jour, on dort à l'hôtel parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vraiment une population qui ne doit pas être oubliée. Merci. Merci beaucoup. Je veux juste rajouter, parce que la valise Saga, nous, je le savais déjà, peut-être cette raison, à Gap, on a une belle gare accessible, mais il n'y a pas de personnel, c'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut même pas monter dans le train de jour, ni descendre, parce qu'il n'y a, pas de personnel pour nous faire. Elle ne l'a pas dit, mais je le dis à ça. Laurent 40 APF Post-André. Excusez-moi, c'est possible de dire un témoignage vite fait. Je m'appelle Constance Tessa, je suis originaire de Limbo. Ça va être très bref. Bonsoir, je tenais à venir parce qu'en fait je prends très souvent les trains et de loin je préfère les trains à l'ancienne que les TGV. Donc 3 choses. Première chose, comme l'a rappelé un député ou un sénateur, on n'a plus de train de nuit. Moi je suis par le Marseille Central, il n'y a plus rien depuis plus de 20 ans. Par Rodez, puisque je suis originaire de Millau, on n'a plus de train de nuit puisque c'est on raccroche les wagons. Bien. Donc ça c'est un besoin, une souffrance parce que c'est très compliqué pour voyager. Deuxième chose, c'est les horaires d'ouverture des guichets. Moi je tiens absolument d'aller voir du personnel et acheter le billet parce que j'estime qu'il y a un lien et puis je préfère maintenir l'emploi. Troisième chose, je suis en complet désaccord avec l'ouverture à la concurrence parce que même ayant des origines italiennes, je suis tout à fait contre le fait que la SNCF soit obligée de donner de l'argent à Trenitalia, j'aime les Italiens, j'ai des origines italiennes, et à Renfe. Voilà, merci. Pendant que certaines personnes réfléchissent éventuellement à lever la main, je voulais juste saluer l'arrivée de mes collègues sénateurs, donc c'est le sénateur d'Isère, et Guy Bénarro, sénateur des Bouches-du-Rhône. Merci de nous rejoindre dans ce colloque et de vous associer à votre collègue qui est déjà là, Jean-Marc Rissouffort. Merci messieurs les sénateurs, et merci pour vos témoignages. Je vous propose que sans trop tarder, pour éviter qu'on prolonge trop la soirée, on passe à la deuxième table ronde. Il y avait une dernière intervention, pardon, j'ai pas vu. Excusez-moi, allez-y. Alors, Franck Arrivé pour la CGT des cheminots et je viens du syndicat Brive. Donc je suis cheminot. J'avais participé au dernier colloque, effectivement, dans le cadre du Sénat il y a 1 an et demi. C'est de se dire que dans le constat qui est posé, effectivement, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de vétusté du matériel, mais pour autant, il y a des choses qui pourraient être actées dans le cadre de ce colloque, entendues par l'entreprise et mises en place. J'ai vu que ça a fait réagir beaucoup de monde de s'apercevoir que dans les trains de nuit, aujourd'hui, il y a des annonces du train de jour. C'est quelque chose que l'on dénonce depuis la mise en place de l'Aurillac, parce que ça a été la conséquence de la mise en place de l'Aurillac, ce fait que le Rodez n'a plus pu être attaché au train de nuit Toulouse. Donc c'est un modèle de production ferroviaire qui a été décidé par l'Intercité. Quand on interpelle l'Intercité sur ce modèle de production, ils nous disent que c'est l'autorité organisatrice qui leur demande de faire comme ça parce que ça coûte moins cher.
Donc en fait, il y a toujours un interlocuteur pour dire c'est pas moi, c'est les autres, mais aujourd'hui, à produire un train de nuit sans avoir les annonces du train de jour, on saurait faire. Donc la vétusté du matériel, c'est une chose, on ne le rendra pas jeune et on sera bien obligé d'attendre la prochaine commande. Par contre, en termes d'organisation ferroviaire, il y a des choses qui peuvent être mises en place de suite. Les trains de nuit sont victimes aujourd'hui, l'été notamment par rapport aux canicules, de plan de chaleur et de difficultés sur les climatisations, y compris sur les trains de nuit. Il faut savoir que sur les trains de nuit à Aurillac et à Rodez, il n'y a plus d'installation de préconditionnement. C'est des rames qui sont vétustes, qui sont stationnées en plein soleil toute la journée et à qui le soir on demande effectivement de climatiser. Quand on a du matériel vétuste chez soi, on ne ferait surtout pas comme ça. On ferait en sorte qu'il y ait des installations effectivement fixes pour pouvoir préconditionner ces trains à Aurillac et à Rodez. Et quand on interpelle Intercité là-dessus, la réponse qui nous est faite, c'est qu'on n'a pas les budgets et on ne nous donne pas l'argent. Donc effectivement, nous, des fois, en tant que cheminots, on est partagé entre les moyens qui sont donnés par l'État ou par l'autorité organisatrice à la SNCF pour pouvoir produire, et la production qui est faite par l'entreprise. Deux derniers points pour mettre à l'ordre du débat, et je l'avais déjà porté il y a 1 an et demi, c'est que quand on parle des trains de nuit, il ne faut pas oublier l'importance qu'étaient les trains autocouchettes. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut transporter des gens avec des trains de nuit, c'est difficile que les gens prennent le train de nuit en famille si on n'arrive pas à transporter leur véhicule. Qui plus est aujourd'hui avec des véhicules électriques qui n'ont pas forcément la capacité de traverser la France, il faut qu'à travers cette offre au train de nuit, il faut qu'on réfléchisse effectivement à pouvoir retransporter les véhicules comme on savait le faire à une époque, soit mis directement sur le train de nuit, soit mis sur des circulations à part. Enfin, sur le modèle d'exploitation ferroviaire qu'on connaît aujourd'hui et pour lequel on est en grande difficulté, Madame la députée, dans son rapport introductif, a dit qu'il fallait une complémentarité entre les trains de jour et les trains de nuit. Nous, on aimerait bien la complémentarité, mais l'entreprise aujourd'hui, elle est en train de se diviser entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, et qu'aujourd'hui, Intercité est en train de se diviser entre train de jour et train de nuit, et que les capacités humaines, que ce soit chez les conducteurs ou d'autres métiers, de pouvoir se remplacer les uns les autres, aujourd'hui, en lien effectivement avec les lots qui vont être soumis à l'appel d'offres, et donc à la privatisation avec un lot effectivement Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, un autre lot train de nuit au niveau national, on va avoir des personnels qui vont être dédiés à ces lots, et ce qui complexifie le système. Je fais souvent le parallèle avec des transporteurs routiers. Il n'y a aucune entreprise qui voudrait fonctionner avec des routiers qui soient formés Volvo et d'autres qui soient formés Renault. Donc on se met des difficultés aujourd'hui dans l'organisation ferroviaire, en plus de tout ce qui a pu être cité par la député et qu'il faut bien que l'on prenne en compte. Voilà, c'était juste sur cette élément. Merci beaucoup, M. Arrivé. Votre intervention me paraît très très importante. J'ai demandé explicitement à ce qu'effectivement ce colloque ne soit pas l'objet d'un jeu de ping-pong, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc je compte sur les intervenants pour éviter, parce que c'est totalement illisible de toute façon pour les voyageurs, pour les associations et les parlementaires que nous sommes. Voilà. Je propose à mon collègue Charles-Henri Paquette de piloter le deuxième temps de ce colloque, donc intitulé Amélioration à court terme et homologation des matériels rénovés, avec effectivement le lancement d'un petit diaporama. Ce que je te demande par revanche, Charles-Henri, c'est peut-être de passer rapidement sur certains, parce que sinon je pense qu'à 10h on sera encore là. Merci. Donc effectivement, je suis membre de Destination Train de Nuit. Je vais juste repartir rapidement sur quelques éléments de constat. Voilà, je vais faire court puisque les parlementaires ont déjà indiqué pas mal d'éléments et laisser de la place pour plus les perspectives et les solutions qui viendront ensuite. Donc le constat en France, c'est le constat. Donc l'élément qui ne fait plus pas, depuis la relance opérée en 2021, l'appétence envers les trains de nuit est réelle, avec 1 200 000 voyageurs transportés en 2025 sur les 5 000 conventionnés par l'État. Ces voyageurs avaient annoncé entre 900 000 et 1 million de voyageurs. Aujourd'hui, on est à 1 million. Le
taux d'occupation dépasse 80% sur ces lignes, traduisant une saturation fréquente, parce que c'est un taux d'occupation moyen. La demande n'est donc pas satisfaite du fait de la faible mobilisation du parc. Donc, le parc a été rappelé aussi par M. Fanichel, 129 voitures. Quand nous, côté destination train-nuit, on identifie les trains qui circulent, on constate, recoupe un taux d'utilisation du parc entre une soixantaine de voitures par nuit, donc à peu près la moitié. Donc ce qui est bien en dessous, au-dessus des ratios de taux de réserve dans un parc, dans un gestionnaire normal ferroviaire, on est plutôt sur du 10-15%. Donc voilà, on verra dans les perspectives, il y a une mobilisation plus intensive du parc qui est possible. Donc le renforcement des compositions des trains existants offrirait un premier ballon d'oxygène pour répondre à cette demande. Donc pour entrer un petit peu plus dans le détail, et là je remercie l'ART qui a publié récemment d'ailleurs le bilan du marché ferroviaire 2024 pour la production et la diffusion de données, puisque dans le monde ferroviaire c'est pas toujours évident d'avoir accès à la donnée fiable et de l'information. Donc les deux graphiques qui sont vraiment extraits de dernière publication de l'ART mettent en valeur le fait que nous n'avons pas encore retrouvé le niveau d'offre de 2015, mais que la demande dépasse le niveau d'offre. Pour reprendre les chiffres, la fréquentation des trains domestiques progresse de nouveau plus vite que l'offre en 2024. Le trafic est en nette progression pour la 4e année consécutive, plus 17% par rapport à 2023, soit plus 150% par rapport à 2019, et continue de se rapprocher de son niveau de 2015, mais n'a pas encore atteint. La dynamique de fréquentation s'observe principalement par la progression des taux d'occupation, traduisant une demande qui croît plus vite que l'offre, 69% en 2024, donc soit plus 4 points, et plus 22% par rapport à 2015. Attention, ces chiffres sont exprimés en voyageurs kilomètres. À la remarque pertinente d'Alexis Chaillot du réseau Action Climat, sachant que sur un train nuit, la place couchette n'est vendue qu'une seule fois, il était plus pertinent de raisonner par rapport au nombre de places offertes que par rapport au voyage kilomètre, au kilomètre total parcouru par le train. Du coup, en retraitant les données en nombre de places, on arrive à des taux d'occupation moyens à 67 ou 77%, donc encore plus élevés. Et à nouveau, on parle en moyenne, ce qui veut dire qu'occasionnellement, on a fréquemment du 80-90% de moyenne mensuelle à nouveau. Donc au jour le jour, on a beaucoup de trains complets. Donc voilà, pour finir sur les constats, donc comme ça a été cité en début de séance par le président Stéphane Copé, l'association Destination Train Nuit réalise une météo en analysant au jour le jour les trains et circulations. Le mois de janvier 2026, donc sur 12 trains nuit, 14 le vendredi et le dimanche, soit 460 trains, 60 n'ont pas été programmés du fait de travaux sur les voies. Ça a été le cas du Paris-La Tour-Caron-Spain, du Paris-Tarbes-Holken et d'un autre Paris-Aurillac un samedi. 120 ont été supprimés ou déprogrammés pour cause d'indisponibilité de locomotives. 4 l'ont été en raison de la météo, du givre sur le caténaire et des aléas de la veille. Par ailleurs, 19 trains ont accusé un retard de plus de 1 heure à 7 heures pour diverses raisons, des pannes de signalisation, du givre, arrachage caténaire, heure de sanglier, avarie sur train fret, défaillance matérielle, répétition tardive de travaux et vol de câble. Donc on vous invite en tout cas à consulter cette météo des trains nuit publiée sur le site internet de Destination Train Nuit. Donc on a été, le mois de janvier a été le mois record des trains supprimés, essentiellement donc les pannes de locomotives et un manque de réaction rapide. En fait, le délai d'intervention face aux incidents génère en général en cascade des aléas très forts. Donc les retards peuvent être de 2 à 7 heures, ce qui est colossal. Ensuite, alors,
Alors, il manque une slide sur l'indisponibilité du référent. Alors, c'est dommage parce qu'il y avait des photos d'illustration qui étaient intéressantes, alors qui ne sont pas en France. Effectivement, on reconnaissait dessus des trains voyageurs suisses où on voit sur une voie circulante un train de travaux sur une voie et un train de voyageurs sur l'autre. Alors, pourquoi cette petite illustration ou petit clin d'œil? Parce que, ça a été cité dans les interventions de SNCF Réseau, on a un programme de travaux important et c'est plutôt une bonne chose pour la régénération du réseau qui est âgé en France. Néanmoins, les méthodes de travaux interpellent quant aux impacts sur le trafic, c'est-à-dire que les coupures sont systématiquement complètes de toute la ligne. Alors que dans d'autres pays, ils arrivent à laisser, quand il y a une double voie, une voie circulante. Le train de nuit, il passe qu'une fois, en général plutôt en flanc de nuit, selon l'endroit sur l'itinéraire. C'est juste un passage. Donc, voilà. Apparemment, il y a des chinois dans la salle. Avant, on arrivait à laisser passer le train de nuit, même quand il y a des travaux, on s'arrangeait, il passait. Et il n'était pas supprimé de bout en bout. Donc, ça pose des questions. Donc, pour revenir à ces sujets d'indisponibilité du RFN liés aux travaux continus d'augmenter, sachant que le taux d'utilisation des capacités de mobilisation reste partiel, en 2024, 14% de la capacité de réservation du réseau a été neutralisée du fait de programmation de travaux, soit un doublement depuis 2019, atteignant 54% sur le réseau utilisé par les trains de nuit. Donc c'est colossal, c'est-à-dire plus de la moitié des trains de nuit sont supprimés pour cause de travaux. Donc c'est vraiment des trains qui ont beaucoup de difficultés à circuler aujourd'hui. En outre, entre 21 et 26% des travaux programmés ne sont ni utilisés par SNCF Réseau, ni restitués, limitant ainsi la capacité de circulation effectivement offerte aux entreprises ferroviaires. Donc là encore, merci, c'est des données qui proviennent du dernier bilan ferroviaire du marché ferroviaire 2024 publié par l'ART, qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc le gestionnaire d'infrastructure s'est engagé à ramener le taux d'utilisation à 10% d'ici 2030 dans le cadre de la mise en place du mécanisme incitatif à la restitution des capacités de travaux non utilisées que l'autorité lui avait enjoint d'instaurer dans une décision de règlement différent. Voilà. Donc sur les constats, pour finir sur les constats en France, les freins en développement sont aujourd'hui un manque de locomotives homologuées en France, le parc de locomotives thermiques modernes est limité, le parc de locomotives électriques est vieillissant, la commande prévue de l'État ne permettra pas de ne renouveler que faiblement le parc et seulement à partir de 2028-2029 au mieux. L'augmentation des travaux de régénération du réseau privant les trains de nuit de nombreux sillons, l'absence de matériel de nuit remorqué récent et homologué, et le handicap majeur que constituent actuellement les délais d'homologation du matériel roulant neuf et d'occasion, 2 à 3 ans, contre quelques mois dans certains pays voisins. Les engagements des autorités organisatrices, des transporteurs, des constructeurs s'en trouvent sclérosés, voire annulés. Alors pour élargir un tout petit peu le constat, pas que à la France mais aussi à l'international, c'est une situation de fragilité. Donc la carte qui est connue du réseau européen de train de nuit publié par Back on Track montre bien une France un petit peu à l'écart de ce réseau des trains de nuit et encore moins connectée aux capitales européennes voisines. Donc le constat, c'est une grande fragilité internationale. La relance des services de nuit internationaux est fragile. Les 3 allers-retours hebdomadaires du Paris-Vienne en décembre 2021 et du Paris-Berlin en décembre 2023 ont été supprimés en décembre dernier. L'État français ayant décidé de ne reconduire le soutien financier en 2026, les opérateurs ont mis fin à l'exploitation de ces lignes. La coopérative ferroviaire belgo-néerlandaise European Skipper a annoncé reprendre l'exploitation sans aide publique du Paris-Berlin au printemps. Mais on attend encore la confirmation et le lancement. Les autres projets internationaux sont tous aussi fragiles, comme le Amsterdam-Barcelone par European Skipper ne parvient pas à émerger, le Zurich-Barcelone évoqué par OBB, Nijet également. Et enfin, la liaison saisonnière Expresso Riviera, exploitée par Treni Turistici Italiani entre Marseille et Rome, ne circule qu'une fois par semaine pendant 2 mois de l'année. Ça reste assez magnifique. Voilà, alors j'ai dîné
essentiel et j'en profite pour, en complément de la méthode des trains de nuit qui est donc produite par Destination Train de Nuit, la mise à jour en ligne aussi d'un outil sur le site de la RT Préviseo qui se base sur les statistiques de retard avec l'Open Data et qui permet, on peut faire une recherche qui mériterait d'être plus connue. On peut mettre son train, sa destination et les chances d'arriver à l'heure ou de ne pas arriver à l'heure. Merci beaucoup. Axel Légère, je te propose de poursuivre. Oui, bonjour, Axel Légère, étudiant, membre de Destination Train de Nuit et actuellement stagiaire à la DGSI SNCF Réseau, donc la Direction Générale Services et Infrastructures. Je vais compléter, cher Henri, sur les perspectives à court terme, en se concentrant sur le matériel roulant. Sur la question du matériel roulant, aujourd'hui on a des tensions sur le parc de locomotives. D'abord sur le parc de locomotives thermiques qui équipe les lignes non électrifiées. Aujourd'hui, SNCF Intercité dispose de 8 locomotives seulement pour 3 lignes, Briançon, Aurillac et Albi. Et en fait, il n'y a pas de réserve, ce qui veut dire qu'en cas d'avarie d'une locomotive, un train peut être très facilement supprimé. SNCF Intercité avait engagé des démarches pour pouvoir transformer d'autres locomotives fret en locomotives aptes au transport de voyageurs, dont des BB 75 000 en BB 75 300. Mais aujourd'hui, elle est largement ralentie dans cette démarche par l'EPSF, l'établissement public de sécurité ferroviaire, qui demande une réhomologation complète de la machine, et ce, alors que la direction interne du matériel avait donné son feu vert. Ça concerne nos 3 lignes thermiques, mais aussi plus généralement le réseau, parce que si on a besoin de détourner un train, par exemple le Paris-Nice ou Paris-Toulouse, par une ligne non électrifiée, aujourd'hui on n'a pas réellement le parc de locomotives thermiques pour le faire. Donc il faut vraiment faire sauter le bouchon de l'EPSF et arriver à accélérer le processus de transformation de BB 75 000 en 75 300. Après on a aussi des problèmes qui concernent le parc de locomotives électriques. Là c'est plutôt un problème de parc très vieillissant, qui entraîne aussi donc, de nombreuses avaries et de nombreuses suppressions de trains, on l'a vu cet hiver. Il y aurait peut-être des solutions, ce serait pour étoffer le parc avant l'arrivée des locomotives neuves. Donc on a aujourd'hui des locomotives type BB 36 000 qui sont à la vente par la SNCF, qui pourraient potentiellement être réaffectées à Intercité après une légère remise en état. Il y aurait aussi sinon la possibilité de faire appel à des loueurs de locomotives comme Railpool, Hakim, Alpha Train pour pouvoir avoir des locomotives type Trax ou Vectron pour pouvoir circuler sur nos trains de voyageurs. Ça c'était pour la partie locomotive. On a aussi des questions sur le matériel remorqué. Merci. Donc pour rappel, l'État envisage de commander 180 voitures. Les voitures neuves, c'est celles dont M. Tabarrois parlait, c'est la tranche ferme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 180 voitures ne permettent que d'équiper les lignes existantes. Si on veut développer le réseau, il faut faire appel à la tranche additionnelle de 160 voitures. Donc l'un des principaux enjeux, c'est d'essayer de faire voter cette tranche additionnelle. Sur la question du délai de livraison des voitures, comme l'a dit M. Coppet, on a de gros doutes sur le fait que ces voitures puissent être disponibles en 4 ans et demi d'ici les JO 2030. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans la réalité, le délai industriel de conception et de fabrication du matériel, on est plutôt sur 10 ans, donc une livraison à échéance 2035-2037. D'où l'idée qui a germé au sein de notre association, c'était de savoir si on ne pouvait pas trouver une alternative plus rapide et qui est déjà disponible. On s'est demandé s'il n'était pas possible de recycler le parc corail de jour actuel en matériel de nuit avant l'arrivée de la commande de matériel neuf. On s'est notamment demandé si c'était plus économique que la commande de matériel neuf. Pourquoi? Parce que le parc corail actuel il est encore très volumineux. Le parc corail actuel il est encore très volumineux, on a 1200 voitures. C'est un matériel qui est très âgé, certes, mais qui est robuste. Et actuellement, par exemple, ACCM est en train de rallonger la durée de vie des corails Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Il y a le sujet de l'amiante, c'est un matériel qui est amianté. Aujourd'hui, la réglementation européenne REACH, elle stipule qu'un matériel amianté, il ne peut pas être transféré à un autre exploitant que la SNCF. Ce qui va être un problème parce que les lignes de train de nuit vont être ouvertes à la concurrence et que c'est potentiellement un autre exploitant qui va pouvoir les décrocher.
Et donc dans ce cas, nous on a fait appel à deux industriels, ACCM et AFF, pour qu'ils nous fassent part de leur expérience industrielle et de leur diagnostic sur la faisabilité ou non de recycler ces corails. On n'est pas là en train de dire que c'est la solution absolue, on a juste voulu l'évaluer et faire appel à des industriels. Donc pour ACCM, M. Faisal Boukadour devait être présent aujourd'hui. Il a eu un empêchement de dernière minute, mais il nous a fait parvenir une petite note, donc je vais vous l'éclairer. Donc, pour poser le contexte, ACCM c'est un industriel français qui a implanté à Clermont-Ferrand et qui a une forte expérience sur le parc corail parce qu'il a rénové plus de 1500 voitures dans ses ateliers. Donc, il a donc une connaissance approfondie sur l'état structurel réel des caisses et sur le potentiel de prolongement de la durée de vie. En ce qui concerne le potentiel résiduel des voitures corail, ce que la CCM nous dit, c'est qu'on a probablement encore 6 à 15 ans devant nous pour prolonger la durée de vie. 6 à 15 ans de potentiel résiduel. Sur le sujet de l'amiante, l'amiante est située dans des zones qui sont des zones techniques non accessibles des voyageurs. Donc l'amiante pose un problème en cas de rénovation lourde, mais elle ne pose pas un problème d'exposition aux passagers en cas de service dans le service commercial. Et aujourd'hui, le désamiantage, c'est un processus qui est maîtrisé et qui est encadré par une réglementation stricte. Et enfin, sur la question de la faisabilité d'une rénovation lourde, ce que la CCM nous dit, c'est qu'ils sont en capacité de réaliser une rénovation lourde pour mettre le matériel corail actuel au standard du neuf, à un coût qu'ils jugent inférieur. On n'a pas eu de communication sur le coût. Mais ça veut dire un matériel donc plus confortable et notamment accessible pour les PMR. Sur la question de la faisabilité, ACCM nous dit qu'ils disposent de différents projets dans leur carton qui montrent qu'il n'y a pas besoin de réhomologuer en fait, la voiture même si on la reconstruit quasiment complètement. Ce qui veut dire que les délais de construction, de mise en service du matériel pourraient être vraiment raccourcis de l'ordre de 12 à 18 mois. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Vincent Pobel de AFF. Oui, merci Madame la députée, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, je me fais le porte-parole effectivement des industriels pour apporter un petit éclairage et peut-être en complément de ce que disait Axel. Je me présente, moi je suis président des ateliers de fabrication ferroviaire, donc une entreprise industrielle basée dans les Hauts-de-France, au cœur du ce qu'on appelle le cluster ferroviaire des Hauts-de-France, qui est la première région industrielle ferroviaire d'Europe. Nous avons la chance aussi de travailler sur les voitures corail pour la SNCF, donc c'est un matériel qu'on connaît bien. Et puis nous avons mené un projet sur lequel on peut faire des parallèles avec notre discussion, qui a consisté à reconstruire complètement et à transformer des voitures, donc ce qu'on appelle l'UIC, c'est exactement le même type de voiture que les voitures au corail, pour en changer la destination et faire justement des trains de nuit, des trains à bord desquels on peut voyager et dormir. Donc si vous me le permettez, je voulais développer trois points en complément. Là, je vais faire rapidement, ne pas répéter ce qui a été dit, mais pour apporter une vision un peu complémentaire. Le premier point, le message un peu global déjà, c'est de se dire que ce qu'évoquait Axel et cette idée de transformer des voitures existantes, c'est pas une alternative à la commande de matériel neuf, mais c'est plutôt un pont stratégique qui permet de gagner du temps et de ne pas attendre un projet de matériel neuf qui effectivement est un projet de moyen voire long terme. On peut débattre des durées moyennes classiques de ce type de projet, mais partir sur une durée effectivement significativement inférieure à 10 ans semble quand même assez illusoire, puisqu'en général le temps de développement de tels projets est plutôt entre 6 et 9 ans, auxquels s'ajoutent ordinairement des aléas classiques sur ce type de projet, sans mentionner le fait que les ateliers de nos grands industriels ferroviaires sont ultra saturés par tous les grands projets que vous connaissez. Donc l'idée, c'est pas d'opposer les deux solutions, mais c'est plutôt de se dire on pourrait avoir une alternative à court terme pour compléter ce fameux appel d'offres que tout le monde appelle de CE. Première idée que je voulais partager avec vous, c'est l'idée que cette transformation et un tel projet de rénovation de matériel existant, ça recouvre une vraie logique industrielle et écologique. La logique industrielle, c'est qu'on a la chance de disposer en France d'un gisement important de matériel roulant existant et éprouvé, donc notamment le fameux parc de voitures corail que tout le monde connaît. Donc il y a à peu près
1000 voitures Corail encore en service actuellement, et on n'a pas le chiffre précis, mais il y a plusieurs centaines de voitures Corail qui sont retirées du service, mais qui n'ont pas encore été ferraillées, qui devraient être d'ici à 2030, on n'a pas de données très précises sur le sujet, et qui sont des voitures très adaptées à ce qu'on souhaite faire, puisque ce sont des voitures qui avaient une conception qui sont certes anciennes, mais qui avaient une conception robuste, des caisses robustes qui ont très bien vieilli, si j'ose dire, qui sont saines, des bougies éprouvées et confortables. Hein, on parle de Corail, tout le monde sait, c'est le confort sur rail, donc c'est un matériel qui a fait ses preuves, et qui présentent un potentiel intéressant d'usage pour ce type de profil d'exploitation en train de nuit. Ce qui est intéressant, on parle toujours du sujet central de l'amiante qui est évoqué comme un obstacle à l'utilisation de ce matériel. Mon confrère de la CC a raison, donc c'est une technique et un acte qui est très encadré, comme ça doit être, mais qui est aujourd'hui un acte industriel qui est maîtrisé, que l'on sait gérer. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant d'être ferraillées, donc détruites, ces voitures doivent, quoi qu'il arrive, être désamiantées. Donc l'idée, c'est de faire, si je veux dire, d'une pierre deux coups et de profiter du désamiantage qui va être nécessaire pour ensuite pouvoir travailler sur des chaudrons. Ce qu'on appelle chaudrons, c'est la carcasse de la voiture, qui sont saines, qui seront décontaminées, désamiantées, et plutôt que de les ferrailler, de les transformer en voiture plus chère, en train de nuit. On retrouve là aussi un autre élément de la durabilité du monde ferroviaire, du matériel roulant ferroviaire, puisque un tel projet s'inscrirait dans une démarche évidemment d'économie circulaire, plutôt que de produire des milliers de tonnes d'acier, de consommer massivement d'énergie liée à tout ce processus. On pourrait réutiliser des caisses qui sont à disposition et qui sont, je disais, en bon état et adaptées. Donc première idée, ce projet d'étape transitoire revêt une vraie logique industrielle, mais aussi écologique. Deuxième idée, c'est que cette étape intermédiaire, on pourrait avoir l'idée de se dire une étape intermédiaire, ça fait toujours une étape de plus et ça fait perdre du temps, mais dans notre idée, ça pourrait au contraire permettre de gagner du temps et de maîtriser les coûts. Donc on parle beaucoup de façon très légitime de l'équation budgétaire qui est compliquée. Passer par cette étape de transformation de matériel existant, ça permet d'avoir du matériel roulant à plus court terme, donc je ne m'avancerai pas du tout moi sur 12 à 18 mois, qui me paraît quand même très très agressif, mais de façon réaliste plutôt sur un projet de 3 ans, et en tout état de cause c'est beaucoup plus rapide évidemment qu'une commande à 10 ans. Ça permet aussi d'y aller par étapes, si j'ose dire, d'avoir des tranches successives de travaux, et du coup, je le dis de façon plus triviale, mais d'apprendre en marchant, par rapport à une commande ferme. Et on prend un risque en s'engageant sur un modèle qui n'est pas forcément éprouvé, un profil d'usage et d'exploitation qui n'est pas forcément hyper défini. Ça permet d'y aller par étapes et puis de se donner l'occasion de faire évoluer le projet au fil du temps. Et ça réduit évidemment les risques qui sont liés à ce type de projet. Axel le disait, sur un plan budgétaire, la transformation, la rénovation d'un matériel roulant coûte bien moins cher que l'achat de matériel neuf. C'est très difficile de donner un prix aujourd'hui, on sait estimer les fourchettes, mais sans avoir évidemment le cahier des charges précis, etc., c'est difficile, mais de façon certaine, l'enveloppe budgétaire nécessaire pour un tel projet de transformation est inférieure à celle d'une commande neuve. Et je rejoins Axel, on peut tabler sur un matériel qui disposerait d'une durée de vie significative, facilement d'une quinzaine d'années. Voilà, donc deuxième idée que je voulais souligner avec vous, c'est ce type de projet intermédiaire. Ça constitue à nos yeux un pont stratégique qui est vraiment valable entre la situation actuelle, qui est une situation un peu de tension comme assez forte sur le matériel roulant, et puis une vision cible idéale à 10-15 ans, quand on disposera de matériel neuf. Et la troisième idée que je voulais souligner avec vous, c'est qu'on a la chance en France de pouvoir s'appuyer sur un tissu industriel ferroviaire qui est riche, qui dispose des compétences et des savoir-faire nécessaires à la réalisation de ce type de projet. Et le fait d'alimenter aussi, de lancer ce type de projet permet de nourrir des compétences et de l'emploi très qualifiés en France pour enrichir et faire vivre cet écosystème. Donc, on parle d'un projet de rénovation et de transformation, mais c'est quand même un projet assez complexe qui nécessite une phase d'ingénierie en amont que peu d'industriels
sont capables de mener. Donc nous avons mené, je vous le disais, un projet similaire, donc on sait ce que ça veut dire. Il est essentiel d'intégrer dès la phase de conception des enjeux d'exploitation, de maintenance. Nous parlions d'accessibilité, PMR, UFR, c'est des choses qu'on sait faire, mais qu'il faut intégrer évidemment très en amont dans la conception, puisque derrière, en fonction des modifications qui sont faites au matériel existant, il peut y avoir des impacts en matière d'homologation et complexifier les choses. Donc c'est des choses que nous avons besoin de s'appuyer sur des savoir-faire assez précis, mais dont nous disposons. Et puis pareil, évidemment, sur toute la partie réalisation opérationnelle, industrielle, nous avons la chance de disposer d'un écosystème complet industriel en France, qu'il s'agisse d'ingénierie ferroviaire, de chaudronnerie, d'intégration de conception de système, c'est des choses que l'on sait faire. Et puis dernier point, ce que je disais, ça permet aussi d'étaler la charge, si j'ose dire, d'un point de vue industriel, et de s'appuyer sur des industriels qui ne sont pas les gros industriels connus, les constructeurs de premier plan, qui sont aujourd'hui, qui ont la chance d'avoir des carnets de commandes très chargés. Tout le monde a en tête des gros projets emblématiques, le TGVR ou le RER de nouvelle génération, on parlait tout à l'heure du programme Oxygène, sans parler des peu de projets massifs qui sont encore dans les ateliers, qu'il s'agisse du Régiolis ou du Régio de Zan. Donc c'est la troisième idée, c'est qu'on pourrait s'appuyer et nourrir par la même occasion cet écosystème industriel français qui bénéficie des savoir-faire nécessaires à la réalisation de ce type de projet. Merci beaucoup, M. Paubel, pour ce témoignage. Sans trop tarder, parce que je vois que le temps file, on dépasse les 20 minutes de retard. Alain Richard, qui est en même temps administrateur de destination de train de nuit et notre grand expert, en étant patron également du bureau d'études Rail Concept et de l'entreprise ferroviaire Europe Express. À toi, Alain. Oui, donc nous allons parler à deux voix. En fait, ce que la SNCF sait faire des trains de nuit toute seule. Nous sommes mis à 3. Mais nous ne sommes pas des aventuriers pour autant. On parle beaucoup actuellement il y a beaucoup d'entreprises ferroviaires qui veulent se lancer effectivement et qu'on qualifie d'aventuriers du rail. Nous ne sommes pas des aventuriers puisque nous arrivons à faire rouler un train de nuit. Alors, je passe la parole à Guillaume qui va introduire. Et donc nous allons faire cette présentation à deux voix et très rapidement, je te rassure, Stéphane. Oui, bonjour, je suis Guillaume de Marcillac, je suis le cofondateur et le dirigeant de Pegasus Train. Nous sommes un nouvel acteur en France. Nous nous adressons à un marché un peu particulier qui n'est pas le grand public, mais qui sont les vacanciers, des gens qui partent en vacances et qui, pendant les périodes de pointe des vacances, sont en demande de train et en particulier de train de nuit. Et dans le cadre de ce projet, de ce développement, nous avons mis en place une collaboration très étroite avec Europe Express, d'où la présentation à deux voix.